Je sais pas, Jo, tu as commencé, donc est-ce que tu veux continuer un petit peu sur la question de la ou des natures du mouvement, peut-être même dans votre région à vous? Et est-ce que en fait c'était ou c'est toujours un mouvement facile à classer politiquement? Est-ce que c'est resté défini dans le temps ou pas du tout de votre côté? Euh, alors, question complexe. Juste tout à l'heure, tu disais qu'il y avait aussi parfois, en fonction des régions, etc., des choses assez différentes. Enfin, ce qui est en partie vrai. Après, enfin, moi, j'ai quand même l'impression, là, sur ce truc de la lisibilité du mouvement des Gilets jaunes, que malgré tout, moi, j'ai l'impression que dès qu'il y a des groupes qui se sont posés et qui ont mené un travail, comme Joël le décrivait tout à l'heure, pour un petit peu réfléchir aux revendications. Et il y a quand même énormément de groupes qui ont fait ce travail-là. C'est quand même important de le noter. C'est pas forcément que des groupes qui ont participé à la dynamique de l'Assemblée des Assemblées. Enfin, ce travail de doléance, c'est quand même un truc qui a été vu dans beaucoup de groupes en France. Enfin, c'était assez massif. Et il y a quand même du commun qui est ressorti là-dedans. Moi, je trouve que c'est important de redire ce truc que assez vite, on a vu des éléments communs dans les revendications. Enfin, on a beaucoup entendu. En France, il y avait trois éléments qui ressortaient de manière très forte. C'était la question de la justice sociale, la question de la justice fiscale et la question de la démocratie. Et ce triptyque-là, moi, j'ai pas rencontré beaucoup d'endroits où les gens se retrouvaient pas là-dedans, quoi. Et il y a eu des listes et des listes avec des dizaines et des dizaines de revendications qui sont revenues. Et il y avait quand même pas mal d'éléments communs, je trouve. Évidemment qu'il y avait des différences, il ne faut pas les taire, etc. Mais je trouve que dès lors qu'il y avait des gens qui se mettaient au travail, il y a quand même des éléments communs qui revenaient. Enfin, l'idée voilà, d'une augmentation des salaires, c'était une revendication évidente. D'une augmentation des retraites et un petit peu même du soin vis-à-vis des personnes retraitées qu'on relègue complètement en marge de la société. La question de la fiscalité, notamment parce qu'il y a eu un impôt sur les grandes richesses que Macron a. Enfin, ça a été une de ses premières mesures quand il arrive au pouvoir, Macron, d'annuler une taxe sur les plus riches. Donc ça aussi, c'était un élément, une revendication assez évidente dans les Gilets jaunes et une vraie volonté en fait d'une réappropriation populaire du pouvoir. Alors après, évidemment, il pouvait y avoir différents courants et stratégies pour l'atteindre, mais en tout cas, il y avait aussi, je trouve, un commun là-dedans, et il y a eu une revendication qui a été vraiment très entendus dans les manifestations, dans les ronds-points, c'était le RIC, donc c'était un référendum d'initiative citoyenne. Et ça aussi, c'est quand même quelque chose qu'on a énormément entendu et assez vite dans le mouvement. Et donc, voilà, ça c'est quand même pour revenir un peu sur du commun en termes enfin, sur le fond, quoi. Super. Evie, est-ce que tu as envie de contribuer un peu à cette question voilà, de la ou des natures des Gilets jaunes, peut-être aussi sur le temps, une nature qui a changé ou pas? Hum, non, j'ai pas réfléchi précisément ça. Je buvais les paroles de Joey. Mais oui, bien sûr que la nature du mouvement a changé dans le temps, par exemple, mais ça va nous amener à ta deuxième question précisément, parce que au début, il y a eu quand même un bras de fer qui s'est livré avec des groupes d'extrême droite en France qui ont tenté de récupérer justement le mouvement et qui ont tenté de descendre dans la rue. Et comme le mouvement des Gilets jaunes c'est dès le départ très fortement positionné comme apartisan et apolitique, en tout cas apartisan, c'est sûr. Eh bien, alors ils auraient pu virer tout le monde, mais en fait, ceux qui se sont fait virer en premier et ceux qui se sont fait virer parce que leurs objectifs n'étaient évidemment pas les mêmes, ce sont précisément les groupes d'extrême droite. Donc il y a eu une évolution au début. Il y avait un peu des craintes d'ailleurs des reproches qui avaient été faits aux institutions syndicales, aux partis de gauche, etc., par certains qui avaient senti que ce mouvement était quand même
très, très, très spécial et très, très significatif. Et c'était des reproches qui leur avaient été faits de ne pas s'être saisis et de ne pas avoir soutenu justement le mouvement. Mais finalement, les Gilets jaunes l'ont fait tout à fait aisément et par eux-mêmes. Alors, bien sûr, ce que je dis, c'est quand même un peu général. Il y a quand même eu des luttes locales qui ont été livrées, hein, et il y a quand même eu des endroits où ça ne s'est pas très, très bien passé, mais globalement, ça a plutôt été dans ce sens-là. Super. C'est tout pour moi, merci. Génial. Bah, je vais passer la parole à Jo. Et donc, du coup, comment est-ce que toi, tu t'entends un petit peu cette perception des médias et de comment ça a été repris? Et est-ce que ça se rapproche d'une manière ou d'une autre de ce que tu as vécu à Commercy ou dans les assemblées des assemblées? C'est une question intéressante parce que dès le départ du mouvement, on arrive sur des ronds-points et il y a une forte conscience de tout le monde qu'on n'a pas les mêmes origines politiques. Il y a une grande hétérogénéité et par contre, il y a quelque chose qui unit les gens, où les gens ont envie d'être unis autour d'une chose et de rester unis autour de ce rond-point, autour des revendications, et une forte conscience qu'à partir du moment où on va aborder nos différences, on va les entériner et on va entériner des divisions potentiellement. Donc personne ne dit d'où il vient. Et ça, c'est assez intéressant. Mais pas dans un truc de dissimulation, mais dans un truc très naturel où on ne parle pas d'où on vient politiquement parce que ça va nous diviser et qu'on en est conscient et qu'on n'a pas besoin d'en parler en fait. Et que ça, c'est fondamental pour rester ensemble. Et donc, c'est très intéressant parce qu'on se regarde tous, on se demande qui est d'extrême gauche, qui est de gauche, qui est de droite, qui est d'extrême droite. Et après, on est surpris parce que moi, j'avoue avoir été surpris sur les personnes où je pensais qu'elles étaient d'extrême droite et en fait, non. Et ça, c'est un peu un truc intéressant dans ce mouvement-là. Par contre, de l'extérieur, on nous pousse à avoir une appartenance. Enfin, les médias essaient de définir, de dire ce mouvement est d'extrême droite ou il est repris par des mouvements de gauche. Il sous-tend des choses, des manipulations de partis et de choses comme ça. On sent qu'il y a une tentative de vouloir absolument faire entrer ces gilets jaunes dans des cases et il y a une résistance très forte des gilets jaunes et une très forte conscience et c'est assez intéressant parce que c'était vraiment intuitif de faire en sorte que cet étiquetage puisse pas avoir lieu. Donc ça donne ce truc de on est d'abord apolitique avant de comprendre que dire qu'on est apolitique sert aussi d'argument à l'adversité pour dire regardez, c'est pas un mouvement politique, c'est juste des gens qui veulent plus d'argent pour pouvoir aller au supermarché, s'acheter ce qu'ils veulent et remplir leur voiture avec de l'essence. Et en fait, c'est aussi un truc qui sert beaucoup à un désengagement de militants aussi, d'une grande partie de la gauche qui ne s'engage pas en soutien des Gilets jaunes aussi, parce qu'elle a aussi ce sentiment qu'on est face à un mouvement politique, une jacquerie qui n'a pas de direction politique. Et du coup, il y a un malaise à se dire, voilà, c'est beaucoup de confusion, il n'y a pas de ligne politique claire et ça ne correspond pas à la lecture habituelle d'une gauche revendicatrice de rue, syndicale, etc. Donc, sur les ronds-points, ça se traduit par on ne veut pas de chef, on ne veut pas de parti, on ne veut pas de syndicat. Et je sais que chez nous, à Commercy, ça a été immédiat. C'est dire, il y a des gens qui étaient identifiés comme syndicalistes, et dès qu'ils avaient un discours syndicaliste, des gens leur ont dit, on ne veut pas de syndicat ici, en fait. On ne veut pas que ça soit là. Et alors, sur la question de l'extrême droite ou des stigmatisations, c'est assez intéressant parce qu'on a encore discuté de ça il n'y a pas longtemps, là. Et il y avait vraiment une volonté que le mouvement reste uni et donc du coup de ne pas avoir de discours stigmatisant en fait. Et ça s'est traduit sur une question un jour en assemblée, on a eu la question des migrants. Une personne a voulu amener ça dans l'assemblée et spontanément il y a eu un rejet de cette question où les personnes ont dit ah non, on ne parle pas de ça, désolé, les préjugés il n'y en a pas ici, on n'est pas là pour se diviser, c'est hors de question, on ne parlera pas de ça ici. Donc, il y avait une conscience très forte que ça allait être un sujet clivant et qu'il ne fallait pas qu'il soit abordé. Il y avait plein d'autres sujets clivants sur l'organisation quotidienne, sur la direction que devaient prendre les actions,
Mais ça, c'était des choses qu'on pouvait amener sur le rond-point dans l'Assemblée, mais pas les questions clivantes sociétales autres, qui sont les questions clivantes sociétales avec lesquelles on cherchait à diviser le mouvement. Celles-là, par contre, il y avait un refus de les aborder frontalement. En tout cas, chez nous, ça a été très clair. Il y a d'autres endroits où je sais il y a eu des récupérations politiques qui ont vachement plus pris de place et qui ont donné une couleur et des tendances, et on a senti aussi que ça avait un impact très fort et qu'une grande partie des gilets jaunes, par exemple, on a eu un rond-point d'extrême droite, une partie des gilets jaunes se sont détournés de cet endroit-là, on sentit que c'était… Et pas mal ont convergé vers Commercy parce qu'il y avait cette espèce de diversité, d'hétérogénéité, et qu'ils aimaient cette hétérogénéité parce qu'ils sentaient qu'il y avait quelque chose de l'ordre de l'entraide et de l'union autour d'une idée, d'une envie, d'une direction, quoi. Donc ça, c'était un truc assez fort. Sur la question de la violence, oui, dans les médias, il y a eu beaucoup ce discours: ils cassent, ils cassent, ils cassent, ils sont violents pour… Et ça a créé des divisions profondes dans les familles aussi, entre ceux qui sont gilets jaunes et ceux qui ne le sont pas. Et je sais que ça a été vraiment un sujet qui a divisé énormément de gilets jaunes jusque dans leur famille, et ils ont eu besoin à un moment donné, par la pression sociale, de prouver qu'ils n'étaient pas violents, en fait. Ou en tout cas, beaucoup se sont sentis vraiment culpabilisés par ça, ou presque obligés de quitter le mouvement parce qu'ils étaient stigmatisés, qu'ils n'arrivaient plus à assumer cette image qu'on donnait d'eux, d'individus violents qui sont juste bons à casser, qui vont détruire le commerce local. Parce que ça a été beaucoup utilisé qu'ils détruisent le commerce local en faisant des manifs. Pendant ce temps-là, les commerces ouvrent pas. Et ça a été un des grands moyens de démobilisation du mouvement, en fait, je pense aussi. Et beaucoup de gilets jaunes n'ont plus assumé de venir au rond-point parce qu'ils ne supportaient plus le regard social de l'extérieur, en fait, la stigmatisation. Ils n'arrivaient plus à le justifier à leur entourage, en fait. Et je pense que ça a été sur la question de la nature du mouvement. Il y a eu, je pense que je voulais revenir dessus parce que c'est dans la chronologie assez importante, une chose qui nous a poussé aussi à faire cet appel à constituer des assemblées, c'était une conscience qu'il y avait des leaderships émergents via les réseaux sociaux avec des figures du mouvement. Et donc, il y avait 4, 5, 6 figures comme Éric Drouet, Firefly et d'autres personnes Ludovsky, qui ont émergé. Et on sentait que c'était un danger pour ce mouvement qui aspirait à être une base populaire, et que s'il y avait des figures qui émergeaient, ça devenait les porte-parole, et que ces personnes-là concentraient trop de choses entre leurs mains dans la direction qu'ils allaient donner à ce mouvement et dans sa possibilité de survivre si ces gens-là étaient détruits aussi, enfin si ces personnes-là étaient attaquées, et selon ce que ces personnes-là allaient dire, ça allait donner une direction au mouvement. Et de fait, c'est un peu ce qui s'est passé, mais bon, il y avait suffisamment de figures différentes aussi pour que ça se compense. Et en face, nous, on voulait vraiment mettre quelque chose qui reparte de la base avec une organisation collective, et ça a été l'idée de l'Assemblée des Assemblées. Et c'est pour ça que ces figures-là ont très mal vécu de ne pas être invitées à l'Assemblée des Assemblées. Mais nous, c'était très clair qu'il ne fallait pas qu'on leur donne une tribune, en fait. Et du coup, ça a aussi, je pense, favorisé qu'il y ait une plus grande horizontalité, parce que localement, à plein d'endroits ont émergé des leaderships. Et c'est des ronds-points qui ont très vite scissionné et qui ont très vite périclité aussi à des endroits où il y a eu des leaderships. Pas tous, mais je pense qu'il y a quand même pas mal d'endroits où ces leaderships très dominants ont assez vite divisé les gens, alors que des endroits où ils avaient plus d'horizontalité et plus de répartition dans les charges de gestion collective ou de mobilisation ont tenu peut-être plus longtemps à plein d'endroits aussi grâce à ça. On a encore 3 minutes et Salomon nous a rejoint. Et Salomon, pour présenter rapidement, fait aussi partie de l'équipe des cerveaux non disponibles depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, et s'est investi dès le début dans plusieurs villes. Et Salomon, surtout, est un travailleur social qui milite plus particulièrement contre les questions de racisme, sur les questions de racisme d'État, contre les violences policières, et en tant que militant décolonial, avec un intérêt tout particulier pour la géopolitique internationale. Donc, en fait, Salomon, j'ai vraiment envie de te demander si tu as l'énergie ou quoi. Comment est-ce que toi, en fait, tu as perçu la nature du mouvement des Gilets jaunes? Tu es engagé, en fait, sur plein de questions,
et comment est-ce que la nature des combats que toi tu mènes déjà en tant que, voilà, contre le racisme, sur les questions décoloniales et tout, s'est retrouvée dans les Gilets jaunes? Pourquoi est-ce qu'il y a des natures qui se rejoignent entre les différents lieux de ton activité politique? Alors bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et désolé pour le retard. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Ok, super. Alors, au tout départ, je ne me suis pas forcément posé la question parce que je pense qu'il y a des combats qui ne peuvent pas se croiser comme ça de manière très instinctive. Et je ne pense pas qu'on pouvait demander à n'importe quelle personne sur les ronds-points enfin, de justifier son antiracisme, d'avoir lu Fanon, etc. Pour moi, ça aurait été une grave erreur d'appréciation. Au début du mouvement, j'y suis allé par curiosité, je pense, comme plein de gens, mais en tout cas sans vouloir le dévaloriser ou le détruire parce qu'il y avait des drapeaux tricolores ou que ça aurait pu être perçu comme quelque chose d'un peu trop impur pour la gauche. Pour moi, c'était avant tout une conséquence du greenwashing et un combat de classe. Je ne vais pas revenir sur tout ce que Jo a dit. Ouais, je vais ralentir un peu. Je ne vais pas revenir sur tout ce que Jo a dit précédemment. En fait, finalement, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites là-dessus. La nature de ce combat, pour moi, c'était tout simplement une guerre de classe avec un soulèvement d'une masse prolétaire d'une masse majoritairement prolo, pas que prolo, mais quand même, et plus particulièrement d'une France périphérique qui vit entre la campagne dans ce qu'on pourrait appeler la grande banlieue, ou en tout cas dans des villes moyennes qui sont un petit peu oubliées, qui d'un coup se soulèvent. Et je pense que ça témoignait dès le début de l'échec de l'extrême gauche de manière générale, enfin de nos échecs de manière quotidienne. Le lien avec l'antiracisme, en fait, je ne l'ai pas forcément fait. Par contre, je me suis posé la question de savoir si ce mouvement était réellement raciste, parce que c'est souvent ce qui a été dit, hein. Il y a eu une instrumentalisation de la présence qui a été avérée, hein, de quelques personnes qui étaient antisémites, de quelques personnes qui étaient racistes, et ça avait été monté en épingle, mais je me suis posé immédiatement la question de savoir pourquoi, en fait, ce que ces médias, qui habituellement sont si frileux pour dénoncer le racisme d'État, quel qu'il soit, que ce soit sur l'islamophobie ou d'autres questions, mettent ça en épingle, en fait, pour catégoriser cette espèce de bande de rednecks qui seraient tous des Trumpistes, antisémites, conspirationnistes, complotistes et tout ce que vous voulez. Et finalement, en allant sur les ronds-points, c'est un petit peu ce que disait Jo, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y avait des questions sociétales qui étaient plutôt clivantes, en tout cas qui n'étaient pas la priorité de ce qui devait être abordé, en tout cas sur les différents ronds-points ou les différentes cabanes que j'ai pu visiter. Mais il y avait, enfin en tout cas, moi, de ce que j'ai vécu dans, je sais pas, au moins une quinzaine de villes de province dans lesquelles j'ai fait différents ronds-points, il n'y avait pas une hostilité particulière vis-à-vis des migrants et encore moins vis-à-vis des musulmans, des noirs ou des arabes. C'était plutôt une question qui était essentiellement sociale. Par contre, sur le prolongement du mouvement, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait des gilets jaunes qui faisaient des appels comme ça aux gens de cité, genre ouais, il faut que les gens des cités, vous venez avec nous, etc. Donc c'était plutôt des appels qui étaient clairement insurrectionnels. Et puis finalement, ça s'est fait parce qu'un petit peu après l'acte 18 et je pense plutôt sur la 2e ou 3e phase du mouvement où ça commence à être structuré justement via les assemblées, des assemblées, etc. Il y a des jonctions qui se sont faites plus ou moins sur le climat, plus ou moins sur l'antiracisme, même si c'était imparfait. Mais le fait est qu'il y a quand même des centaines, voire des milliers de gilets jaunes qui sont rendus à Beaumont-sur-Oise pour aller soutenir la famille Traoré à un moment. Et je pense que ça, c'était quand même assez révélateur et assez révélateur du climat. C'est-à-dire que, bon, bah voilà, moi, personnellement, je m'attendais pas à ce que le mouvement soit un mouvement décolonial, etc. Ça n'aurait pas de sens. La gauche a déjà énormément de mal sur les questions raciales et même sur les questions de répression et de police. On ne va pas attendre à des gens qui, pour certains, ne sont pas politisés du tout, d'avoir une grille analytique qui est parfaite sur ces questions-là. Pour moi, c'était une erreur. Et par contre, il y a certaines choses, je pense que les violences policières en font partie. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je soulignais à juste titre qu'il y a certains gilets jaunes qui, à un moment, sont désolidarisés du mouvement, non pas parce qu'ils condamnaient le côté insurrectionnel. Je pense que c'est plutôt le regard qu'il y avait derrière qui a fait flipper, qui les a fait flipper d'un côté parce que c'est clivant quand tu es en famille et que tu es père de famille et que même parfois tes enfants te disent ouais, mais vous cassez des banques, etc. d'un côté. Et de l'autre, l'aspect de la répression, parce qu'il y a quand même des milliers de personnes qui ont été emprisonnées, qui ont été condamnées, etc. Ça a quand même mis un frein au mouvement qui était assez brutal. Les interdictions de manifestation, la pression sociale était très forte. Mais la question des violences policières, en fait, finalement, elle a pu être mise sur la table et qui, en fait, renvoie directement à la question du racisme d'État.
directement, elle a pu être enfin mise sur la table grâce au mouvement des Gilets jaunes. Je dis pas que c'est une bonne chose. Quand on voit le nombre d'éborgnés, quand on voit le nombre de personnes qui ont été blessées, qui ont été mutilées d'une manière avec laquelle je crois qu'on n'avait jamais vu une répression pareille dans des manifestations en France. En revanche, aux yeux de l'opinion publique, ça nous a permis d'ouvrir des brèches pour expliquer et décrire ce que faisait la police dans certains quartiers depuis toujours, en fait. Et il y a des ponts qui sont faits naturellement. Moi, je pense notamment à un collectif comme les Mutilés pour l'exemple, qui s'est mis en lien avec des réseaux de collectifs de familles de victimes de violences policières à travers le réseau Justice, Entraide et Vérité. Et finalement, c'est une espèce de prolongement du mouvement des Gilets jaunes. Après, de là à vouloir chercher une jonction parfaite, je ne sais pas trop, mais je pars du principe qu'effectivement, il y a réellement eu 2 soulèvements en France, pour moi, qui n'étaient pas des soulèvements parfaits, au sens où voilà, ils n'avaient pas des drapeaux rouges ou des drapeaux rouges et noirs dans tous les sens, et surtout en fait où la gauche a un petit peu raté son implication et son tournant. Ça a été la France de 2005, donc des émeutes des quartiers populaires, pour nos amis qui viennent de l'étranger ou nos amis qui n'ont pas connu cette époque. Ce sont les événements spontanés quasiment les plus violents qu'on ait connus sur le territoire français suite à la mort de Zied Bouna. 2 jeunes qui ont été tués suite à une course-poursuite par la police, qui ont été électrocutés dans un transfo, paix à leurs âmes d'ailleurs. Et la France des Gilets jaunes, du coup, pareil, un autre soulèvement populaire qui, lui, a eu plus de sens et s'est ancré politiquement peut-être dans quelque chose de plus entre guillemets, qui a construit politiquement, parce que ça n'a pas été le cas des révoltes de 2005. Mais je pars du principe qu'en fait, c'est 2 éléments qui sont essentiels pour une révolte en France, sans avoir le fantasme de vouloir les rassembler absolument. Et je pense que les Gilets jaunes, pendant un moment du mouvement, tendaient un petit peu vers ça. Voilà.